Buongiorno, benvenuti. Bonjour et bienvenue à cette rencontre. Merci. Benvenuti. Bienvenue à ceux qui nous suivent de loin. Bienvenue à cette rencontre sur l'intelligence artificielle. Pas besoin d'écran pour devenir intelligent. Cette rencontre naît d'une série de considérations. Ces appareils se trouvent partout dans nos vies et dans les vies de nos enfants. Parmi d'entre nous utilisent les réseaux sociaux et beaucoup des contenus qu'on lit sont médiés par l'intelligence artificielle. Alors, nous avons travaillé sur ces trois facteurs. Prenons en considération le fait que le numérique est le conteneur et l'intelligence artificielle choisit le contenu. Donc, le dispositif artificiel nous nous sommes posé des questions sur ce sujet et pour le faire, nous avons invité des personnes que je vais vous présenter. Alberto Pellai, médecin et psychothérapeute de l'âge du développement. En 2004, il a reçu la médaille d'argent au mérite de la République. Il s'occupe des jeunes et des parents. Il a écrit plusieurs livres et je vous conseille de lire Allenare la vita. Après, Luca Botturi, professeur de médias dans l'éducation à l'Université des sciences appliquées du sud de la Suisse, où il s'occupe des compétences numériques et de mediation literacy. Il a écrit 3 romans de science-fiction sur le sujet de la liberté du désir. Marianne Wolf n'est pas ici avec nous, mais va répondre à nos questions posées auparavant. Il est une neuroscientifique et elle enseigne à l'université en Californie. En 2020, elle l'a nommé membre de l'Académie pontificale des sciences. Nous la remercions même s'il n'est pas ici avec nous. Moi aussi, je vais parler sur le sujet de l'intelligence artificielle. Je suis professeur d'intelligence artificielle à l'université Bicocca de Milan. Je n'ai pas écrit de livre et le pape m'a encore nommé. Nous avons décidé de diviser cette rencontre en 2 parties pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. Dans la deuxième partie, on va parler de la responsabilité éducative. Nous voulons poser des éléments qui changent tout le temps et de donner des critères pour agir, pour mieux comprendre comment on les peut utiliser dans la vie de tous les jours. Donc, je voudrais commencer avec la première question pour Alberto.
À partir de ton expérience, qu'est-ce que se produit chez les jeunes dans l'interaction avec les écrans? Quels sont les processus cognitifs qui s'activent? Alors pour commencer, bonjour à tous. J'ai le grand privilège de pouvoir être ici et de pouvoir parler avec autant de personnes. J'espère qu'il y a beaucoup de parents et d'enseignants, beaucoup de personnes qui appartiennent à la communauté éducatrice. Parce que le défi de la technologie et de la virtualisation de la vie dans l'âge de l'évolution aujourd'hui est un défi de très grande portée. Et nous nous trouvons à un moment où il faut décider quelle évolution nous voulons apporter à ce défi. Je crois que jusqu'il y a 10 ans, on avait beaucoup de techno-enthousiasme et on a accéléré énormément la présence du digital dans la vie des plus petits, sans utiliser le moindre critère. Et c'est la première fois que cela arrive face à des innovations technologiques que l'on ne se pose pas vraiment la question quand est-ce que cela vaut la peine de faire entrer cette innovation dans la vie d'un enfant. Pensez aux automobiles, par exemple. Dans les 50 dernières années, elles sont devenues toujours plus sûres, toujours plus capables de tenir la route, mais personne d'entre nous n'a pensé qu'on pouvait avancer l'âge minimal auquel on pouvait donner accès à l'automobile à nos enfants. Personne d'entre nous ne donne les clés de sa voiture à son enfant de 11 ou 12 ans. On attend 18 ans, qui correspond à un âge de maturité cognitive. Parce que c'est tellement complexe d'utiliser une voiture sur une route où d'autres personnes font la même chose que cela nécessite une série de fonctions intégratives, la vision d'ensemble, la capacité d'autorégulation, la dimension de la sécurité, le calcul de la vitesse de freinage, tout un ensemble de choses qu'il faut savoir faire en même temps que ton cerveau cognitif doit élaborer. Et au contraire, tout d'un coup, on a pris des enfants de 8 ou 9 ans et on leur a mis entre les mains des outils d'une énorme complexité que parfois même un trentenaire ne sait pas utiliser. Et on leur a donné le libre accès et on l'a même beaucoup accéléré dans certaines expériences de la vie de l'enfant lui-même. Dans beaucoup d'écoles, avoir entre les mains un smartphone est un prérequis, ou peut-être cela a été, aujourd'hui peut-être que les choses changent un peu, pour réaliser certaines activités didactiques. Si on utilisait la métaphore de la voiture, c'est comme si on prenait un enfant qui sait utiliser un go-kart et qu'on le mette sur une autoroute à 4 voies où passent des camions et espérer que ceux qui sont sur les camions sachent bien conduire leur camion de façon à protéger le mineur qui roule dans son go-kart. Ce n'est pas ce qui s'est passé et donc tout ce techno-enthousiasme que nous avons connu aujourd'hui nous donne beaucoup de données de recherche et ce serait très intéressant que chacun d'entre vous entre dans une grande base de données de recherche et constate combien de recherches nous disent que la digitalisation de la vie précoce des enfants a apporté des avantages à leur santé et combien de recherches nous dit et nous liste les effets collatéraux non désirés et les dommages que l'on a pu constater. Si on met sur des plateaux de balance ces différentes recherches, on peut voir que les effets non désirés sont très très larges. J'essaye de vous donner 2 blocs d'informations. D'abord, la santé mentale. Ce qui s'est passé, c'est que depuis 2012, tous les indicateurs de santé évolutive se sont aggravés au fil des années. Après 20 années pendant lesquelles ils étaient assez stables. Donc, pendant 20 années, il y avait des malaises, mais ils n'étaient pas en croissance. Et puis, à partir de 2012, ce malaise commence à grandir. En 2013, encore plus. 2014, encore plus. 2015, etc. Et cette courbe de croissance du malaise de l'âge évolutif ne s'est plus baissée.
Un best-seller qui va sortir en Italie en anglais, qui est sorti en anglais, dit que dans les 3 années qui ont précédé 2012, dans le monde, voilà ce qui s'est passé. Les téléphones portables sont devenus des smartphones. Donc la petite boîte noire, qui avant permettait de communiquer et envoyer des messages, devient un véritable ordinateur portable dans lequel, à tout moment de ta vie, de l'extérieur, tu peux faire des choses que jusqu'à 10 jours auparavant, tu ne pouvais faire qu'une fois assis à la maison devant ton ordinateur. Donc cela, ça a impliqué qu'on a utilisé ce qu'on appelait avant des téléphones portables comme de véritables ordinateurs consacrés à la navigation sur le net. Donc on s'est déplacé d'un instrument de communication à un instrument de connexion et de navigation. Le deuxième aspect, c'est que Apple a fait sortir l'iPhone 4. C'est le premier smartphone distribué à grande échelle avec une caméra intégrée. Et donc, nous avons tous commencé à nous photographier et à nous filmer et donc à gérer une deuxième identité en plus de notre vie réelle. Et nos enfants sont les premiers enfants qui ont en main 2 vies et 2 identités. Une vie et une identité réelle et une vie et une identité digitale. Ce serait merveilleux que ces 2 vies s'intègrent et se complètent, mais ceux qui exercent mon métier, celui des psychothérapeutes de l'âge évolutif, doivent souvent aider des parents qui nous disent « Docteur, aidez-moi » parce que en regardant le téléphone de notre fils, nous nous sommes aperçus que sa vie en ligne voit arriver des choses qui sont pour nous impensables. Par exemple, une maman m'a aidé, s'il vous plaît, aidez-moi parce que vous ne savez pas les sites que mon petit chéri va voir tous les après-midi. Donc elle, dans sa vie réelle, elle avait un petit chéri, mais dans sa vie virtuelle, il avait déjà fait beaucoup de choses qu'elle n'arrivait pas à comprendre et à intégrer. La troisième chose, c'est que ce qui s'est passé, c'est que le monde des réseaux sociaux a changé. Nous sommes passés de Facebook à Instagram et Instagram a inventé cette chose, c'est qu'à tout instant, nous pouvons aller voir les stories, les histoires, pas seulement les posts. Les posts, ça dure toute la vie. Les stories, ça dure 24 heures. Donc ça génère une connexion compulsive où on doit constamment rester connecté pour être curieux de la vie de personnes avec lesquelles nous n'aurions jamais de contact réel, uniquement virtuel, mais qui deviennent des sources d'influence énormes. Les gourous de la croissance de nos enfants dans les 10 dernières années, c'est peut-être quelque chose qui change, mais leurs gourous, ce sont les influenceurs. Et les retombées en termes de bien-être et de santé sur nos enfants, il y en a 4. Chacun d'entre vous qui a des enfants qui ont entre les mains un smartphone à usage personnel et qui ont un profil de réseau social, verra certainement des éléments parmi ces 4 facteurs que je vais lier. Le premier, c'est la perte de sommeil. Tous les scientifiques nous disent que nos enfants dorment 1 à 2 heures de moins par jour que ceux qui avaient le même âge il y a 30 ou 40 ans. Donc ça signifie perdre 13-14 heures de sommeil par semaine. Et le sommeil est un élément extrêmement important de la construction de la personnalité physique et mentale, et aussi un grand élément de la potentialité d'apprentissage de nos enfants. Le deuxième aspect, c'est la perte sociale. On n'a jamais vu jusqu'avant des adolescents dont le plus grand désir était de rester enfermés dans leur chambre. Et donc, il y a 20 ans, on punissait un adolescent en l'enfermant dans sa chambre et en l'empêchant de sortir. Aujourd'hui, les parents disent « si tu ne sors pas au moins 2 heures, je te débranche le Wi-Fi et je ne le rebrancherai plus ». Donc ça veut dire que l'adolescence a complètement changé sa manière d'être dans le monde réel. Le troisième aspect, c'est la fragmentation de l'attention, avec toute une série de conséquences énormes en termes de potentiel cognitif. Et le quatrième élément énorme, c'est la dépendance, l'addiction. Pourquoi est-ce que nos enfants, à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, au lieu de dormir, perte de sommeil, restent réveillés, connectés? Pourquoi
ils nous appellent, pourquoi nous qui sommes psychothérapeutes, nos parents nous disent qu'ils ont découvert que leur enfant à 2 heures, leur enfant de 10 ans à 2 heures du matin joue à Fortnite? Pourquoi est-ce que des préadolescents n'ont plus envie de sortir, d'aller chez les scouts ou même de faire du sport et ont comme plus grande aspiration celle de rester dans leur chambre pour faire des choses avec leur smartphone? Ça, c'est la dépendance. Cette addiction, c'est quelque chose qui entre dans la vie parce qu'elle se fonde sur une activation de systèmes qui créent de la dopamine, le système de la gratification instantanée, et plus on en produit, plus ton cerveau te demande de continuer à faire ce qui a permis de le produire. Et le monde en ligne est entièrement fondé sur la création de systèmes qui provoquent de la dopamine. Donc c'est comme si on entrait en tant que morceau de métal dans un champ magnétique qui est le net. Et donc on ne peut pas résister à l'attraction provoquée par le champ magnétique qui dit « reste accroché à moi ». Et donc faire entrer ça dans la vie d'un enfant de 9, 10, 11, 12, 13 ans, c'est une des choses que nous, en tant qu'adultes, nous devrions regarder aujourd'hui comme l'une des pires choses qui soient entrées dans leur vie. Donc la technologie comme instrument, d'accord, mais la technologie comme milieu de croissance, malheureusement, ça n'a pas donné les résultats que nous aurions voulu avoir probablement. Merci Alberto pour ce que tu nous as dit. Nous avons demandé à Marianne Wolf comment l'exposition précoce aux écrans affecte le développement de l'attention, du langage pendant l'âge du développement. Elle a répondu à notre question. Désolée, je ne parle pas italien. Je vous salue tous au meeting de Rimini avec plaisir, même si j'aurais aimé être là avec vous. On m'a demandé de parler de certains de mes travaux dans lesquels je compare la vie et le développement des enfants qui passent la majeure partie de la journée devant des écrans et des appareils numériques par rapport aux enfants qui grandissent avec très peu ou pas d'exposition numérique. L'une des questions posées par les organisateurs du meeting est de savoir ce qui arrive réellement à ces enfants et si cela affecte le développement du langage. Il est communément admis que plus les enfants sont exposés à la langue de différentes manières, plus leur langage s'améliorera et plus ils apprendront. C'est en partie vrai, mais un exemple plus spécifique par rapport à la recherche sur le sujet nous montre que ce n'est pas le cas. Il s'agit notamment de nouvelles études dont l'une vient d'être achevée. Cette étude a été menée entre Singapour et le Canada, à l'université McGill et à l'université Harvard. L'étude a examiné le degré d'exposition numérique d'un enfant entre 0 et 8 ans et la corrélation entre le degré d'exposition numérique et le développement du cerveau dans les domaines de l'attention, ainsi que la relation entre le degré d'exposition numérique et les résultats scolaires. Les notes, mais aussi la façon dont les enfants se sont comportés à l'école. Il s'agit d'une étude très importante pour répondre à votre question et les résultats sont très alarmants. Les résultats indiquent que plus les enfants sont exposés aux appareils numériques, moins leurs résultats scolaires sont bons. En d'autres termes, il semble y avoir une relation négative
entre le degré d'exposition aux écrans et aux appareils numériques et les résultats scolaires. D'après l'imagerie médicale cérébrale, il semble qu'au fil du temps, nous allons découvrir que les zones d'attention situées dans le lobe frontal du cerveau de l'enfant seront moins développées et moins connectées que la normale. Ainsi, les indices de développement du cerveau et les résultats scolaires nous mettent en garde. Je voudrais également vous parler d'une autre étude qui concerne, elle aussi, le développement du cerveau. Certains d'entre vous ont peut-être lu mon livre « Reader Come Home, The Reading Brain in a Digital World », publié en italien par la maison d'édition Vita Pensiero de mon ami M. Aurelio Maria Mottola. Ce livre contient des contributions intéressantes de mes collègues neurologues, pédiatres, qui ont analysé le développement et l'activation des zones cérébrales du langage lorsque l'enfant utilise un appareil numérique comme l'iPad avec 1000 fonctions, par rapport à une approche purement auditive et à la situation où le parent lit quelque chose à l'enfant. On a découvert ce qu'on a appelé l'effet boucle d'or. L'effet boucle d'or est que les régions linguistiques du cerveau sont moins activées lorsque l'enfant voit toutes les fioritures technologiques de la version iPad de l'histoire. La meilleure activation se produit lorsqu'il y a des personnes qui interagissent avec l'enfant. Lorsque je parle de développement du langage, je me réfère aux travaux de John Hutton, C.P. Horowitz-Krauss et d'autres qui ont montré que ces régions du langage sont beaucoup plus activées lorsque ce sont les parents qui font la lecture à leurs enfants. Il y a toute une série d'études à ce sujet. Je voudrais faire Je me permets seulement de souligner une chose. Marianne Wolf nous dit ce n'est pas l'exposition au langage, c'est-à-dire au fait d'entendre beaucoup de paroles qui nous fait progresser, mais quand quelqu'un parle avec nous. Donc il y a une différence substantielle entre le fait d'écouter un écran, une vidéo YouTube, ou s'il y a un parent qui nous raconte une histoire. Et ça, je pense que c'est très important pour le thème dont nous parlons. Je me permets d'intervenir aussi parce que je vole le rôle du modérateur à Fabio parce que nous allons lui poser une question. Parce que lorsque nous parlons d'exposition aux écrans, comme le disait Alberto tout à l'heure, en réalité, nous pensons aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, les plateformes. Mais ça, ce sont des instruments qui nous proposent des contenus. Mais aujourd'hui, les contenus dans ces contenants sont décidés, sélectionnés et organisés par l'intelligence artificielle et ses algorithmes. Alors la question est de savoir comment fonctionnent ces algorithmes. En quelques minutes, je vais expliquer brièvement comment cela marche. Il y a une vidéo. Il est important de le regarder, pas nécessairement de le lire. Cela est à la base de beaucoup de choses qui se passent en ligne. Imaginez une IA qui commence à marcher sans connaître le jeu. Donc vous connaissez déjà les règles du jeu, par contre l'IA ne les connaît pas. On doit comprendre que le but justifie les moyens. Voilà la première différence entre nous et la machine.
la machine apprend par l'expérience. Et après, la machine joue très bien. Et avec le fil du temps, elle améliore. Le but du jeu est acquérir des points. L'algorithme, peu à peu, apprend qu'il y a des choses qu'on peut faire très avantageuses. Minimo. Donc, le maximum rendement avec le minimum d'effort. Voilà ce qu'apprend l'intelligence artificielle. Et ça, c'est quelque chose que nous n'utilisons que partiellement dans la vie. Parce que si l'on remplace la petite balle comme nous qui lisons des posts, par nous qui lisons des posts, ou qui regardons des vidéos, qui acquérons des produits, à chaque fois que l'algorithme nous recommande quelque chose et à chaque fois que ça nous plaît, nous sommes la petite balle qui marque un point. Le point, c'est quand quelque chose nous plaît, quand nous terminons l'interaction. Donc, la machine nous crée un profil. Nous avons appris à utiliser ce terme. Et c'est difficile de se détacher de ce profil, pas parce que la machine est méchante, mais parce qu'elle est projetée pour recommander ce qui a des probabilités de te plaire. Et si quelque chose risque de ne pas te plaire, il n'y a pas d'intérêt à te le suggérer. Et c'est pour ça que dans les dernières années, nous avons assisté très largement à ce qu'on appelle la polarisation, c'est-à-dire des contenus extrêmement, toujours plus pertinents, jusqu'à nous créer un vêtement qui nous est très étroit sur notre peau. Donc cet algorithme, je le répète, il est évolué, mais dans la base, c'est ce que vous avez vu, il est à la base de la recommandation digitale. Donc le digital, comme nous le disait tout à l'heure Alberto, c'est pas seulement un contenant qui propose des contenus. Le Nokia 3310 était aussi technologique que mon iPhone, mais l'intelligence artificielle interagit. Elle apprend à partir des données, du moins l'intelligence artificielle inductive. Imaginons qu'il y a un signal. Par exemple, on étiquette des images du monde et on apprend à la machine à les reconnaître. Elle apprend les éléments caractéristiques de chaque image. C'est vrai aussi pour le texte, pour l'audio, pour la vidéo, pour tout ce à quoi vous pouvez penser. Ce qui est important à comprendre, c'est que l'apprentissage se fait à travers les données. Plus on en a, plus l'apprentissage est efficace. Ensuite, on fait un test pour la machine. Il vous est arrivé d'aller sur Google et écrire photo de mer en noir et blanc et trouver des images qui sont pertinentes parce qu'il a appris à reconnaître les images. Et puis, il y a une phase de test. S'il y a des professeurs dans la salle, vous savez qu'à l'examen, on donne le sujet qui a été vu dans la lection, mais pas le même exercice qui a été fait pendant la leçon. Donc, dans le test, qu'est-ce qu'on fait? On donne des images d'animaux vus avec des formes pas vues encore auparavant. Et ensuite, on donne les points, la note. Mais on donne à la machine des choses qu'elles n'ont jamais vues. Par exemple, ça, mes enfants, quand je leur ai dit ça, c'est un requin. Mes enfants m'ont dit, mais bien sûr, c'est le fameux requin banal, baleine, tellement célèbre que moi, j'avais pas appris à le reconnaître. Pendant des années, nous avons appris aux machines à cataloguer la réalité. Vous avez dû aller sur Internet et voir des choses, des étiquettes qu'on met pour les machines. Je vais à la deuxième partie de cette présentation. Les dernières années, quelque chose de nouveau s'est passé, quelque chose qui fait que les machines n'ont pas seulement appris à cataloguer des objets, ça c'est une bouteille, ça c'est un verre, etc. Elles ont appris aussi à les reproduire, à les générer. Donc c'est ce qu'on appelle l'intelligence génératrice. Comment l'intelligence peut générer? Voilà par exemple une image réelle. Ce qu'on a appris aux machines, c'est à codifier, c'est-à-dire à construire une représentation interne de la réalité qui n'est pas comme la nôtre. Il y a des études qui essayent de comprendre quelle est la représentation que la machine a apprise. Donc elle codifie ce qui est pour nous ce petit champignon. C'est comme si on lui demandait non plus de classifier cette bouteille, mais c'est comme si je demandais
à chacun d'entre vous, qu'est-ce qui te fait dire ce que c'est une bouteille? La forme, la couleur, la dimension, l'étiquette. Chacun d'entre vous peut répondre à cette question en pensant à ce qui lui fait dire que c'est une bouteille. Et la régénération, vous comprenez que ce n'est plus une création à partir de rien. C'est génératif dans le sens pas que ça génère à partir de rien, mais que ça repropose des contenus appris. Donc à un certain moment, elle décodifie pour produire l'imaginer régénéré. Donc, par exemple, ChatGPT, c'est la pointe de cette recherche, de cette technologie, qui reproduit, génère des contenus que nous connaissons. Mais comment ça fonctionne? J'ai demandé à un doctorant que je remercie de préparer une vidéo. On a demandé à ChatGPT de réécrire. Aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée. Écris ça comme le dirait Dante. Dante, le ChatGPT prédit des mots. Donc, sans savoir comprendre ce qu'il fait. Donc, on lui demande, comme on lui a dit que c'était de l'écrire comme Dante, il va l'écrire de façon intelligente. Donc, il va aller chercher sur Internet et à produire un texte proche à celui de Dante. Et avec des probabilités, il génère des mots. Chaque fois que un mot est créé de façon avec des probabilités, il passe de mot en mot. Donc petit à petit, il génère la phrase mot par mot. Donc pas sur la base de ce qu'il a appris, mais à partir de probabilités, ce qui semble le plus proche à ce que je lui ai demandé, il va essayer d'écrire une phrase telle que, selon l'intelligence artificielle, l'écrirait Dante. Aujourd'hui, la phrase donne « Aujourd'hui se montre dans la véritable splendeur le ciel, en rayonnant d'une lumière qui réjouit l'âme ». Je voudrais vous faire remarquer que la belle journée pour l'intelligence artificielle, c'est le cliché météorologique. C'est pas une belle journée parce que tu as rencontré quelqu'un ou que tu es tombé amoureux. Donc, je voudrais quitter la présentation avec ce passage. Nous sommes des êtres, nous vivons dans la catégorie de la possibilité, mais l'intelligence artificielle, elle vit dans la catégorie de la probabilité. Bien sûr, pour nous aussi, la probabilité, c'est important. Si je me levais en disant « je me lève, je tombe, je me prends les pieds dans le tapis et je tombe », on pourrait dire, si je dis « je ramasse 1 euro par terre », la probabilité, si je dis « je me lève et je me baisse », c'est qu'on pense que je vais tomber. Mais en fait, je veux ramasser 1 euro et le donner. L'intelligence artificielle, elle part du contenu qu'elle a vu le plus souvent, qu'elle a lu le plus souvent. Mais nous sommes des êtres de la possibilité. Le chrétien, il ne vit pas dans la catégorie de la possibilité, mais celui de la certitude même. C'est encore une autre catégorie. Donc c'est important. On ne peut pas expliquer ce qu'est l'IA, mais on peut expliquer ce qui nous distingue de l'IA. Et avec ça, je voudrais terminer cette partie de présentation. Riprendo il cappello del moderatore. Je m'occupe maintenant de la modération. Passons à la deuxième partie. Grâce à Alberto, Luca et Marianne, nous avons mieux compris comment le contenu digital fonctionne par rapport au côté neurologique. Nous demandons à Luca, dans le monde actuel, il est évident comment il n'est pas possible d'éviter de faire face au numérique et à tout ce qui en suit. Quelles sont et d'où viennent les compétences numériques? Merci. Il faut bien se comprendre là-dessus, parce que bien entendu, les écrans dans les poches génèrent une série de situations qui amènent à des malaises et qui produisent le mal-être des jeunes, mais aussi les adultes. Mais en même temps, on vit dans un monde qui est digitalisé. Il suffit de voir cette salle. Il n'y a rien qui ne soit sous contrôle digital. Alors, comment on fait? On ne peut pas dire ça ne fait rien, ça fait partie de notre monde maintenant. On ne peut pas revenir à un âge pré-digital
en faisant comme si de rien n'était. Parce que le monde digital, ça c'est peut-être le point central, ce n'est pas le smartphone et ce ne sont pas les applications commerciales qui nous bombardent, mais c'est bien d'autres choses. Donc partons d'un point particulier, parce qu'à un moment donné, on a éliminé la question parce qu'on a dit mais de toute façon les jeunes ils sont nés à l'âge digital et donc ils sont déjà programmés pour ça. Ça c'est un mensonge. On m'a pas dit quand je suis née dans les années 70, tu es né à l'âge du moteur et donc tu n'as pas besoin de passer ton permis, tu sais déjà conduire. Non, j'ai dû apprendre et aujourd'hui encore les jeunes apprennent à conduire. Donc personne ne n'est pré-programmé pour son âge technologique, pour son époque technologique. Donc quelles sont ces compétences digitales? Quand on parle de compétences digitales, de quoi parle-t-on? Il y a beaucoup de modèles qui les racontent sur le plan européen. On ne va pas les analyser, mais je vais essayer de prendre 2 exemples pour comprendre ce que cela contient. Alors, si on prend le modèle de Gekomp, il y a la question de la sécurité digitale. Et on trouve la compétence d'utiliser la technologie en accord avec la protection de l'environnement de manière durable. On peut être d'accord ou pas sur le fait que c'est important ou pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, en tant qu'utilisateur de technologie, je me pose la question de savoir d'où ils viennent. Est-ce qu'ils sont durables sur le plan de l'environnement? Qu'est-ce qui se passe si je jette un smartphone par an? Il y a des sites énormes avec des tonnes de déchets électroniques qui sont grands comme des villes parce qu'ils ne sont pas recyclables. Donc ça, c'est toute une série de thèmes qui n'ont rien à voir avec le fait de scroller le plus rapidement possible sur TikTok ou bien savoir jouer à Fortnite. Mais ça veut dire penser de manière systémique, penser à l'environnement, à l'économie, à la société, aux questions professionnelles. Donc qu'est-ce que ça veut dire que ma technologie est durable? Prenons une autre question. Si on continue, savoir utiliser la technologie pour résoudre des problèmes. Bien entendu, ici, il faut des compétences techniques, il faut savoir utiliser des instruments, mais il faut savoir identifier les problèmes, savoir associer les problèmes à des solutions possibles. Peut-être je dois programmer pour créer un software qui me permet, par exemple, au meeting pour gérer les bénévoles. Si je peux créer un software pour ça, par exemple, c'est bien. Ou pour faire en sorte que le stock de médicaments dans un hôpital reste à jour. Il y a toute une série de problèmes que nous rencontrons dans la vie quotidienne qui se résolvent grâce aux technologies digitales. Mais une fois encore, cette compétence, résoudre des problèmes avec la technologie, a peu à voir avec les compétences des consommateurs technologiques en quelque sorte. Ce que je veux dire, c'est que nous souvent, lorsqu'on pense au monde digital, on pense aux smartphones et aux applications. C'est vrai, mais ça, c'est un sous-ensemble. Il y a un domaine beaucoup plus large et que souvent on oublie. Ce qui fait que la nécessité de spécialistes dans ces domaines est toujours énorme. Pas parce qu'on a besoin de programmateurs de Facebook, ça aussi, mais pas seulement. Il y a bien d'autres choses. Donc, premier thème, les compétences digitales ne sont pas celles des consommateurs. Nous ne parlons pas de télécharger une application, l'installer et la faire fonctionner. Aussi, mais ça, c'est un autre aspect de la question. On a un marché technologique qui nous pousse à adopter cette aptitude de consommateur compulsif. Deuxième thème, ce n'est pas qu'il s'agit seulement de savoir utiliser. Il s'agit d'utiliser les technologies, mais avoir aussi la distance critique qui nous permet de les comprendre, les interpréter, leur donner un sens. Parce que si je réutilise les termes utilisés tout à l'heure, dans la catégorie du possible, qu'est-ce que je peux faire de beau, de nouveau avec la technologie pour relier la technologie à ma vision du monde qui est peut-être belle et constructive. Ça, c'est une perspective différente. Donc, on ne peut pas se laisser prendre dans un problème. J'ai une collègue qui a un enfant athlète qui a été aux Jeux Olympiques en tant qu'athlète. Et donc, elle me raconte les entraînements de son fils. C'est un nageur professionnel. Et moi aussi, l'été, je vais au lac nager, d'accord, mais ça n'a rien à voir avec l'entraînement olympique.
Donc là, c'est la même chose. Les compétences digitales, d'accord. Oui, mon fils, il est très doué, il est toujours sur TikTok. Ça n'a rien à voir ou presque rien à voir. On n'est pas en train de préparer un jeune à l'avenir en lui donnant un smartphone. Ça, ce n'est pas la question. Donc, ouvrons l'horizon. Lorsqu'on parle de technologie digitale, oui, il y a les smartphones, mais pensons aux capteurs qui régulent, pensons à une personne qui régule les capteurs pour l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est un métier hyper technologique et extrêmement utile. Ça n'a rien à voir avec les plateformes des réseaux sociaux ou la conduite automatique des avions ou les instruments qui permettent de gérer les industries textiles. Il y a énormément d'applications que chacun d'entre nous dans son secteur connaît. Là, c'est le véritable défi. C'est habiter ces lieux-là, occuper ces lieux-là. Ici, la technologie est extrêmement utile. Parfois, c'est comme si nous éliminions cela dans notre discours, parce que là, il y a une carrière professionnelle, il y a un apprentissage, c'est un véritable défi. Et souvent, on se concentre sur l'écume qu'il y a au-dessus, qui est la partie de divertissement, comme si naviguer dans le divertissement digital, c'était ce qui nous rend des citoyens digitaux compétents. Non. Oublions cela, oublions cette écume. Ce qu'il y a en dessous, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Donc le véritable défi, c'est parler de ces compétences, s'occuper de ces compétences, parce que c'est cela qui nous rend aptes au monde digital. Grazie Luca. Merci Luca. Je voudrais ajouter le fait que le sujet des compétences digitales ne signifie pas seulement savoir les utiliser. La technologie change tout le temps et donc c'est presque impossible de suivre ces changements. Passons à la deuxième partie de cette rencontre. Quelles responsabilités éducatives émergent à partir de ce que nous avons dit? Je reviens à Alberto. Aujourd'hui, on parle de mettre des limites d'âge à l'usage des appareils numériques pour attendre l'âge juste, surtout à l'école. Qu'est-ce que tu en penses à partir de ton expérience professionnelle? En tant que spécialiste de l'esprit, je pense que notre esprit nécessite la phase spécificité dans le modèle éducatif. Moi, je construis la croissance et la formation d'un enfant qui va devenir ensuite un préadolescent et un adolescent en créant son esprit à travers des stimulus qui sont adaptés à ce que cet esprit est capable de mettre en jeu. Donc personne ne ferait lire Les Misérables en édition intégrale à un enfant de l'école de primaire et personne n'offrirait l'anthologie de Peppa Pig à un adolescent. Donc ça veut dire que ce qu'on veut stimuler à travers ces instruments, c'est la capacité, l'habileté de la lecture pour développer la capacité de lecture, mais chaque âge aura son stimulus adapté, sa stimulation adaptée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il faut se demander comment se développe et se structure l'esprit à l'âge de l'évolution. Et il y a un temps qui est celui entre 9 et 14 ans, qui est une époque de très grande fragilité et vulnérabilité vis-à-vis de l'engagement qui est demandé par la vie en ligne et le fonctionnement de la vie en ligne, qui sont de grands activateurs dans le cerveau de circuits qui sont affamés de gratification instantanée. Je le cite souvent, c'est le dilemme de Pinocchio. Geppetto lui dit « va à l'école ». Pinocchio fait confiance à Geppetto, il sort de la maison pour aller à l'école. Il rencontre Lucignolo qui lui dit « mais tu vas à l'école, tu vas t'ennuyer, viens avec moi, on va au pays des jouets ».
Ce serait merveilleux que Pinocchio ait déjà l'habileté, la compétence pour dire « mais moi j'ai besoin d'aller à l'école et pas d'aller au pays des jouets ». Mais Pinocchio, en une fraction de seconde, change totalement son projet de journée. Et si tous les jours il rencontrait Lucignolo, le projet de son parcours serait perdu. Donc prenez un enfant qui veut bien faire ses devoirs de mathématiques. Il a son smartphone avec l'application de calcul qui lui permet de faire ses calculs. Donc va utiliser son application de calcul pour faire quelque chose d'important pour son apprentissage. Mais cette application se trouve dans un instrument qui lui envoie toute une quantité d'autres informations, qui constamment lui dit « moi là-dedans, j'ai le pays des jouets ». Le jeune de 12 ans devrait répondre à son instrument « Non, ça ne m'intéresse pas ton pays des jouets. Pour moi, c'est important que je fasse mes devoirs de mathématiques. » Combien de vos enfants de 12 ans savent faire cela? Levez les mains, tous ceux qui ont donné un smartphone à vos enfants et ont eu des enfants qui étaient capables de mieux faire leurs devoirs à l'école. Beaucoup de personnes viennent demander de l'aide aux spécialistes sur ce domaine en disant « depuis qu'il a Fortnite, depuis qu'il a son smartphone, le faire travailler de manière adaptée, c'est un tir à la corde infini ». Donc comprenez que dans le cerveau d'un adolescent entre 10 et 14 ans a éclaté un tsunami. C'est ce que vous avez vu dans un dessin animé Inside Out 2. Donc, il y a une accélération extraordinaire d'expériences. Le cerveau est affamé d'expériences gratificatrices à l'instant, de plaisir. Et donc, il a énormément de mal à suivre tous les processus qui sont formatifs, développeurs de maturation cognitive. Donc, ça, les neurosciences nous ont donné des ressources énormes. Maintenant, nous pouvons voir dans le cerveau, comprendre ce qui arrive. Et ce n'est pas pour rien que Marianne Wolf nous disait que tout se passe dans le cortex préfrontal, c'est-à-dire cette zone du cerveau qui se trouve ici, derrière le cerveau, et qui est la cabine de régie de notre succès dans la vie et qui arrive à pleine maturation entre 18 et 22 ans. Qu'est-ce qui se passe à un jeune de 11 ou 12 ans qui a un cerveau émotif qui fonctionne à 200 à l'heure et un cerveau cognitif qui devrait réguler les demandes du cerveau émotif et qui fonctionne à 5 à l'heure, donc qui n'arrive pas à suivre? Que devient le travail fondamental de l'adulte? Continuer à canaliser, à orienter la puissance du cerveau émotif vers des objectifs qui ne sont pas ceux du pays des jouets, amuse-toi, mais qui sont ceux du pays de la vraie vie. Forme-toi, deviens grand, grandis en acquérant des éléments qui te permettront de fonctionner correctement. En ayant tout un monde en ligne à disposition, les technologies sont extraordinaires d'un point de vue des instruments d'apprentissage. Mais comme l'instrument d'apprentissage se trouve dans un environnement qui est un pays des jouets qui ne se ferme jamais, on se trouve à utiliser des instruments alors que constamment on est rappelé par tout ce qui est amusant, divertissant et qui fait faire exactement le contraire. Et cela, c'est très difficile à réguler. Le ministre, avec la circulaire, le ministre italien qui a fait une circulaire, dit quelque chose. Si l'on prend 3 jeunes de groupes homogènes, vous mettez un groupe de jeunes dans une salle où il n'y a pas de smartphone, d'autres dans une salle de cours où ils ont un smartphone éteint mais posé sur leur bureau, et un autre groupe dans une salle de classe où le smartphone est posé sur la table et activé. Ils ne peuvent interagir, mais le smartphone peut envoyer tous les messages qu'il veut au jeune qui est en train de faire une évaluation. Et vous allez voir les notes de ces évaluations que feront les élèves et vous verrez que la meilleure moyenne sera ceux qui sont dans la salle sans smartphone. Les notes moyennes pour ceux qui voient le smartphone mais il est éteint
et la plus basse note, la note la plus basse pour ceux qui ont le smartphone allumé, même s'ils ne peuvent pas le toucher. Donc, quand il y a une circulaire en Italie qui paraît en disant « Faisons des écoles dans lesquelles il ne doit pas y avoir de smartphone, des écoles smartphone free, où le smartphone est déposé à l'entrée de l'école et où on le récupère à la fin de la journée ». Beaucoup ont contesté cela en disant « C'est vintage, vous êtes préhistorique ». Mais il y a 5 nations en ce moment qui ont cela comme règlement dans leur système scolaire. La Norvège, la Finlande, la Suède, la Grande-Bretagne et la France. Des systèmes scolaires qui font partie des plus avancés, les plus digitalisés, mais en réalité, face aux évidences des recherches, décident que leurs élèves passeront la journée entière à l'école sans utiliser le smartphone. Et je crois que cela, en ce moment, c'est ce qu'il faut faire, utiliser les données de recherche qui sont disponibles. Si la recherche nous dit que le smartphone améliore la vie de nos enfants, on leur en offre 5. Si la recherche nous dit que cela a un impact très fort sur leur apprentissage et sur leur modèle de bien-être et de style de vie et sur toutes ces choses que l'on appelle entraînement à la vie dont le monde adulte doit être responsable et garant, alors il faut véritablement inverser la machine. Et je crois qu'on est vraiment au moment où soit on comprend ce que ça veut dire les utiliser comme instruments et les supprimer de la vie de nos enfants, ou bien nous nous trouverons dans quelques années ici au meeting à devoir dire « nous avons perdu le match ». Rubo ancora il cappello. Alors, je prends encore la casquette à Fabio pour une autre simulation, parce qu'on a parlé de ces plateformes. Mais essayons de nous poser une question. Qui construit ces algorithmes et les projette? Pourquoi? Quel est son objectif? Quel est le but pour lequel on prépare ces instruments? Je voudrais répondre à ce que Alberto a dit, parce que selon moi, vous avez parlé du tsunami et je crois que ce tsunami de la technologie est vraiment présent. Les chiffres que vous voyez dans ce diapo sont indicatifs. Considérons les années pour atteindre 50 millions d'utilisateurs. Par exemple, la télévision, 22 ans. Les smartphones, Internet, 7 mois. Facebook, 4 mois. Pokémon Go, 19 jours. Donc, on remarque 2 choses. La triste inversion d'importance de cette technologie pour notre vie. Et deuxième élément, la vitesse. En 2008, on n'avait pas des applications. Toute cette vitesse nous a mis en crise parce que nous ne sommes pas prêts à contrôler la technologie dans l'école, dans les rapports, les relations, les amitiés. Cela est important parce que un effort dans l'évaluation du sujet est dû à la difficulté de la compréhension de cet objet. Nous utilisons les machines afin que ces machines nous aident, afin que nous puissions avoir plus de temps pour faire d'autres choses. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cela? À quoi ça sert? Et ça, c'est quoi son but? Qu'est-ce que c'est cela? Quel est son but? Et ça, qu'est-ce que c'est? Mon enfant dirait un réseau social pour les adultes. Chacun d'entre vous donnerait une réponse différente.
Mais si j'utilise un verre comme un autre outil, comme par exemple un marteau, vous vous rendez compte que ce n'est pas le but pour lequel il a été construit. Facebook avait le but de donner aux personnes le pouvoir de construire des communautés et rendre le monde plus proche. Voilà, cela dépend d'un jugement qu'on ne peut pas confier à la plateforme. TikTok, par exemple, peut être plus au jour, a la mission d'inspirer créativité et porter de la bonne humeur. Instagram, capturer et partager les moments du monde. Il est très important de savoir qu'un outil a un but en soi. Mais ici, nous avons des méta-outils. Un jour, je parlais avec des jeunes sur ça et je note qu'un garçon parlait avec son ami. Je l'interromps et je lui dis « Pourquoi est-ce que tu as parlé avec ton ami? Pourquoi est-ce que tu n'as pas envoyé un message ?» Maintenant, les réseaux sociaux sont un outil pour l'amitié. Je voudrais mentionner ce que le pape François a dit. Il est le premier pape qui intervient au G7 et qui parle d'intelligence artificielle. Il dit « Oubliez que l'intelligence artificielle n'est pas un être humain et que ne peut pas proposer des principes généraux et une grande erreur qui tire son origine de la volonté des hommes de trouver une certaine compagnie. Nous voulons la vérité. Nous voulons l'amitié et la vérité. Mieux encore si l'amitié se trouve dans cette vérité. Utiliser les réseaux sociaux pour l'amitié est une erreur de méthode. Même d'un point de vue de la vérité, confier la vérité à un instrument de probabilité est une erreur de méthode. L'erreur n'est pas à l'instrument en soi. J'aime l'informatique, mais nous devons découvrir une deuxième fois les critères que nous utilisons pour agir, comment nous utilisons les choses. Et nous devons découvrir les objets que nous utilisons. Maintenant, nous avons des méta-objets qui ont un désir. Nous devons nous confronter avec ce que nous voulons des objets. Nous avons demandé à Marion. Les outils numériques offrent des stimuli beaucoup plus riches et attrayants. Quelles sont les évidences scientifiques sur ce sujet? Un des aspects les plus importants qui concerne les questions posées par les organisateurs du meeting de Rimini concerne à la fois la relation entre le numérique et le développement du langage et ce que les parents peuvent faire. De cette étude ressort clairement que l'une des meilleures choses que les parents puissent faire est de lire à haute voix et de ne pas laisser le smartphone faire tout le travail. Le smartphone est devenu omniprésent dans la vie de nos enfants. L'iPad est devenu omniprésent. Les problèmes sont nombreux, mais il y en a deux qui sont les plus importants pour les parents et les éducateurs, et pour ceux d'entre nous qui accordent de l'importance à l'alphabétisation et à ceux qui contribuent au développement du cerveau et du langage chez l'individu, et
et à ce qui contribue à orienter la vie des individus et de la société. Ainsi, tout ce que je vais vous dire a pour dénominateur commun notre conviction de l'importante contribution que l'alphabétisation profonde apporte à l'enfant, à la société et même à notre espèce. J'aimerais donc que vous réfléchissiez à ce qui se passe réellement dans la vie de nos enfants. Que vous soyez parents, éducateurs ou décideurs politiques. Il s'agit du développement de tous ces processus très importants que j'appelle la lecture profonde, mais qui impliquent la prise de perspective, l'empathie, la déduction, la pensée critique et la réflexion. Ces processus de lecture profonde prennent du temps et souvent les appareils numériques incitent l'enfant, le jeune adulte ou même nous-mêmes à lire de manière superficielle. Nous lisons sommairement et en faisant défiler rapidement le texte. Nous restons à la surface de ce que nous lisons, ce qui ne donne pas au cerveau le temps nécessaire pour activer toute une série de processus linguistiques, cognitifs et affectifs très sophistiqués. L'un des avertissements que je voudrais lancer est donc que nous devons tout prendre des mesures pour que nos enfants, nous-mêmes et notre société acquièrent des compétences en lecture profonde. Ce n'est pas qu'il soit impossible de lire en profondeur sur un ordinateur portable. Nous devons tous le faire pendant de nombreuses heures par jour. Mais lorsque nous lisons rapidement sur un ordinateur, nous n'avons probablement pas assez de temps pour un traitement plus approfondi. Et lorsque nous parlons d'enfants, nous parlons en fait du développement de ces processus de lecture profonde. J'ai utilisé l'expression « cerveau bi-alphabétisé », précisément pour dire qu'il ne faut pas penser qu'il s'agit d'un choix binaire, bon ou mauvais, entre le texte sur papier et la technologie. Absolument pas, ce n'est pas une situation binaire. Il s'agit en fait d'une évolution de la formation des connaissances numériques et imprimées. Les deux conduisent à la croissance et à l'expansion des processus cognitifs. En même temps, l'exposition accrue d'un enfant à des textes sur papier, en particulier au cours des 10 premières années de sa vie, préserve le développement des processus de lecture profonde. Toutefois, il est possible de faire les deux si nous faisons preuve de sagesse des deux côtés des médias. Merci. Dernière minute. Nous demandons à Luca, quel est le rôle de l'école en ce qui concerne l'éducation numérique? Que signifie numériser les écoles? Grande tema. C'est un autre grand thème. J'imagine qu'il y a des professeurs parmi nous. Levez la main, s'il vous plaît. Je parle à eux, mais je parle aussi aux parents parce que éduquer au numérique, c'est un défi qu'il faut soit affronter ensemble, soit il est perdu d'avance. Donc, l'école a un rôle important parce qu'il y a certaines choses qu'elle est la seule à pouvoir faire. Avec l'effet boucle d'or que citait Marianne tout à l'heure, beaucoup d'études le montrent. Il y a un point où l'effet est le maximum. C'est le point où la technologie conserve sa nature d'instrument, mais ne devient pas le champignon qui colonise chaque esprit du cerveau, qui est ce que produisent les algorithmes et les plateformes. Donc l'école doit être un lieu qui est capable de faire rencontrer aux jeunes la véritable nature de cet instrument. Donc, de les comprendre comme des instruments, comme des outils qui servent à produire quelque chose de bon. Donc, il faut écrire un texte, bien sûr, dans certaines phases, avoir un instrument digital, numérique, plutôt qu'un stylo peut être intéressant. Il faut communiquer avec une autre école, préparer un poster à imprimer. Il y a une série d'éléments où le numérique nous donne un élément en plus.
Donc, on peut l'utiliser dans les disciplines, à l'intérieur des disciplines scolaires que l'on connaît déjà. Mais de l'autre côté, il faut préserver des espaces où on apprend et on cultive toutes les compétences, les habiletés que la technologie tend à recouvrir. Il ne s'agit pas de dire l'un ou l'autre. Il faut à la fois apprendre à lire sur écran, parce que ça fait partie de notre vie, mais aussi savoir utiliser le papier imprimé, prendre un livre et ne pas avoir peur. Donc il faut des espaces où l'on cultive ces choses, où l'on sait à la fois communiquer en chat, mais qu'on est aussi capable de dialoguer, où on ne se sent pas mal à l'aise quand on est avec des amis. On ne préfère pas se renfermer dans sa chambre au lieu de sortir pour rencontrer les personnes, même si c'est plus pratique d'envoyer un petit message. Donc trouver cet équilibre, c'est très délicat. Je pense que l'école peut jouer un rôle en proposant de bons exemples où on peut voir cet équilibre. Et je pense que supprimer les smartphones qui, souvent, dans beaucoup de domaines scolaires, sont encombrants, je pense que ça peut avoir du sens aussi. Mais cela fonctionne aussi s'il y a des familles qui dialoguent avec l'école. Donc, où on propose les mêmes critères, sous des formes différentes adaptées à la maison, à la famille aussi, parce que si la famille est la prison où le smartphone n'entre pas, et en dehors, on l'a partout, ça ne tient pas non plus, comme sur beaucoup d'autres aspects éducatifs que l'on vit à l'école. Donc, si on se met d'accord entre famille et école, comme dans beaucoup d'aspects, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, peut-être penser aux espaces dans les programmes scolaires qui nous permettent de faire cela, et non pas nous figer dans le marbre de ce qu'on a toujours fait. Et de l'autre côté, former véritablement les enseignants. Ça ne veut pas dire devenir de petits informaticiens, mais apprendre à réfléchir sur ces thèmes. Aujourd'hui, dans un cours de philosophie, je pense qu'il faudrait parler de la question de l'intelligence artificielle, parce que c'est le seul moment où on peut le traiter, l'aborder de façon vraiment ample. Donc on ne peut pas laisser passer cela. L'autre aspect, c'est numériser une école, c'est-à-dire penser à une école qui permet d'éduquer au numérique. Ça ne suffit pas à la remplir de dispositifs. Investir dans 100 000 écrans ou dispositifs, ça peut être utile pour les activités que je citais tout à l'heure, mais ce n'est pas le but en soi. Le but, ce n'est pas de devenir un nouveau type de consommateur institutionnel et non plus seulement numérique. Mais on peut interpréter, mettre devant nous les technologies qui avec un regard large en se demandant quels sont les véritables objectifs, les véritables buts que l'on partage. Grazie. Merci. Nous avons encore quelques minutes. Nous avons un message final de Marion et après 1 minute pour chacun. Je voudrais donc vous quitter sur une note de grand espoir. Je pense que nous partageons tous le désir que nos enfants ne développent pas seulement toutes leurs compétences numériques, mais qu'ils préservent également le meilleur des processus que nous avons développés depuis plus de 2000 ans. Et j'aimerais que vous, éducateurs et parents, sachiez que l'une des façons les plus simples de commencer à le faire au cours des 5 à 10 premières années de la vie est de lire à vos enfants tous les soirs, non pas avec votre téléphone pour leur donner un mauvais exemple, mais avec le bon exemple de transmettre votre amour et votre affection en lisant des histoires qui les transportent partout et donnent de l'espace à leur imagination, de sorte que, où qu'ils soient, ces histoires leur donnent l'occasion d'être de nombreux personnages différents et d'apprendre qui sont les autres. Merci de tout cœur, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous un excellent meeting di Rimini. Alberto, message final. Alors, le message pour conclure, pour moi, c'est nous sommes la première génération de parents et d'adultes qui se trouvent à faire grandir des enfants qui sont constamment interceptés par un système qui a un potentiel énorme, une très grande utilité,
qui est ce que vous venez nous expliquer. Mais en même temps, lorsque je regarde nos enfants, il y a un énorme potentiel. Mais en même temps, ce système cherche à soutirer de l'argent de nos enfants. Donc, si toi, en tant que réseau social, tu regardes mon enfant, tu te demandes quelle valeur économique il a dans mon système, alors tu utilises l'enfance et l'âge de l'évolution de la pire des manières avec laquelle le monde adulte regarde l'âge de l'évolution. C'est un âge qu'il faut soutenir, protéger et faire grandir. Essayez d'imaginer un buffet avec des hamburgers, des frites, des pizzas et toutes sortes de desserts, et puis un autre coin avec des fruits et des légumes. Faites entre un enfant et dites-lui, tu dois seulement manger le fruit et les légumes parce que c'est bon pour toi. Mais si vous laissez votre enfant seul, combien d'enfants vont manger les carottes? Donc je crois qu'il faut libérer le buffet de ce qui ne nourrit pas. Et si vraiment on pense que c'est ce qui nourrit, alors les systèmes qui proposent la vie en ligne doivent savoir et sentir que si face à moi il y a un mineur, je dois lui donner le meilleur et non le pire. Luca, à toi. Je pense que nous sommes face à un grand défi et il me semble qu'au fil des ans, en tant qu'éducateurs, parents et enseignants, nous en prenons conscience, nous nous rendons conscience. On a peut-être été un peu pris des cuites digitales, numériques, mais on commence à comprendre qu'on est dans un moment où il faut décider quelle forme nous voulons donner à notre rapport avec les technologies. Je pense que ce défi consiste à identifier de véritables défis à proposer. Donc le point, c'est qu'il faut nous mettre en relation avec ces instruments digitaux. Chaque smartphone que nous avons dans nos poches est plus puissant que les premiers ordinateurs qui sont partis sur la Lune. Donc nous avons des instruments incroyables avec nous. Mais il faut les mettre en dialogue avec des défis véritables, c'est-à-dire des objectifs où nous disons là, cela vaut vraiment la peine. Que nos jeunes disent ça, cela vaut vraiment la peine. Donc nous nous engageons à donner une forme à ces instruments pour qu'ils nous conduisent à cet objectif. Et de cette manière, toute l'écume dont je parlais tout à l'heure disparaît et reste l'aspect de potentialité qui est la véritable nature de la technologie. Mi permetto 2 parole. Je voudrais conclure. Je pars de ce que Alberto a dit. C'est la première génération qui s'occupe d'IA. La peur qui naît en nous et chez les jeunes, parce que les technologies font mieux ce que nous voudrions faire. Tout cela nous décourage. Quel est le sens de faire ce que j'aimerais faire si une machine peut la faire mieux que moi? Comment, face aux bouffées, pouvons réagir? Nous, les adultes, nous avons une grande responsabilité. Nous n'enseignons pas à nos enfants à rouler à vélo, simplement en lui posant le vélo. Nous devons savoir s'ils sont prêts au défi. Nous devons faire comprendre que certains contenus ne sont pas adaptés pour les jeunes. L'IA de demain, nous ne la connaissons pas. Il y a 20 ans, nous n'avions pas les applications. Il s'agit d'un nouveau monde. Nous devons donner à nos enfants des critères de jugement. Sinon, ils auront des compétences qui ne seront pas utiles dans le futur. Merci encore. Je vous rappelle qu'une société ne grandit pas sans culture. C'est un moment de grand dialogue. Si vous le pensez,
vous pouvez donner pour le meeting. Je vous remercie. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Tra i servizi di mobilità di Anylife e le soluzioni di Plenitude, con Eni hai tutta l'energia che ti serve. Da energie diverse, un'energia unica. Qui è ora. Qui è dove conoscere significa confrontarsi con le sfide della contemporaneità, ascoltare le nuove generazioni da accogliere nel tempo presente. Ora, Università Cattolica del Sacro Cuore. Visita il sito unicat.it. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente.
L'iter communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Tra i servizi di mobilità di Anylife e le soluzioni di Plenitude, con Eni hai tutta l'energia che ti serve. Da energie diverse, un'energia unica. Qui è ora. Qui è dove conoscere significa confrontarsi con le sfide della contemporaneità, ascoltare le nuove generazioni da accogliere nel tempo presente. Ora, Università Cattolica del Sacro Cuore. Visita il sito unicat.it. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'iter communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter communionis le vostre esperienze, ci fate bene.
si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia?